Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne des clics. Aujourd'hui, on va parler du nouveau casque d'AR et VR, donc réalité virtuelle et réalité augmentée d'Apple, qui s'appelle l'Apple Vision Pro et qui a été annoncé il y a tout juste quelques jours. C'est juste après l'intro, c'est parti. Allez, bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc aujourd'hui, un programme un petit peu chargé, les amis, on va parler de plusieurs choses. Donc, comme annoncé précédemment, on va commencer avec, on va dire qu'aujourd'hui, il va y avoir deux gros dossiers. Le premier gros dossier, ça va être le débrief de cette annonce, du coup, qui était plus ou moins attendue de la WWDC, qui est donc la conférence, l'une des conférences d'Apple, on va dire, dans laquelle la marque de Cupertino annonce un peu toutes les nouveautés qui vont arriver. Et donc, ça faisait quelques temps que le bruit courait. Déjà, je crois que l'année dernière, il y avait pas mal de gens qui s'y attendaient, puis finalement, ça n'avait pas été le cas. À la sortie, du coup, de ce nouveau casque de réalité mixte, donc à la fois réalité virtuelle et réalité augmentée. On va en parler. C'est vrai que de base, sur la chaîne, on n'est pas trop device, etc. Mais là, pour le coup, je pense que ça va avoir très concrètement de gros impacts sur notre, sur notre quotidien et notre travail, je dirais, de gens dans le numérique, puisqu'on ne dit plus digital apparemment. Voilà, en termes d'expérience, ça va changer et bouleverser énormément de choses. Donc on va faire un dossier, là j'ai 3 articles là-dessus. Le second gros dossier, d'ailleurs, je pense qu'on commencera d'abord par ça. On va débriefer de l'événement qui a eu lieu donc la semaine dernière, les Web2 Days, puisque nous étions avec la team de Déclic, nous étions présents sur les lieux et donc nous avons assisté à pas mal de conférences sur le web. C'était ultra bien. C'est c'est comme il se désigne, un festival qui regroupe en fait beaucoup de gens du milieu et beaucoup de conférenciers, pas mal on parle vraiment des sujets actuels. Il y a eu pas mal d'IA, pas mal de no-code, du Web3, etc. C'était vraiment très intéressant. Et surtout beaucoup de rencontres, donc ça c'était très cool. Du coup, on en parlera. Ensuite, au niveau du programme, on enchaînera avec un article de 01net et on parlera de Netflix, puisque sans doute vous avez déjà entendu et peut-être que vous avez d'ailleurs subi les conséquences de la nouvelle, je dirais, du nouveau règlement de Netflix qui empêche le partage de comptes en fait pour les gens qui ne seraient pas dans le même foyer. Il y aurait peut-être une petite alternative, donc cet article est assez intéressant, on reviendra là-dessus, ça nous donnera l'occasion d'en reparler. Et on terminera également avec Amazon qui envisage de proposer des forfaits mobiles gratuits pour les abonnés Prime, donc qui se lancerait sur la partie téléphonie. Alors c'est un petit peu plus subtil que ça, on reverra ça tous ensemble. Mais voilà pour le programme. Donc pour celles et ceux qui regarderaient ça en replay, je pense qu'on va principalement sur la vidéo mettre en avant le côté Apple Vision Pro. Si jamais ça ne vous intéresse pas spécifiquement le Web Today, n'hésitez pas à switcher au niveau des chapitres. On va chapitrer pour que vous puissiez aller directement au sujet qui vous intéresse. Mais on va commencer d'abord, je vais commencer d'abord par un débrief de l'événement Web Today auquel on a assisté. Et puis ensuite, on enchaînera effectivement sur ce gros dossier Apple Vision Pro. Alors, Olivier qui dit la conférence des développeurs sont les nouveautés orientées techniques et développeurs pour sortir en septembre. Ça commence lundi avec plein de conférences toute la semaine pour les devs. Ouais. Mais l'annonce du casque, sauf erreur de ma part, t'es sûr que c'était pas le dimanche? Je sais plus, parce que moi, il me semble que dès le lundi, j'avais vu et justement. Enfin bref, bon, peu importe, à la limite, on s'en fout. C'est à une journée près. Ça ne change pas grand chose. Alors. Du coup, pour commencer sur ce débrief, on va dire, de l'événement, pour vous réexpliquer un peu le contexte. Donc, les Web2 Days, super event sur Nantes, beaucoup de conférences. Je pense qu'on peut peut-être voir le programme si je partage mon écran, ça sera mieux. Voilà, on a la liste des conférences qui ont lieu. Donc, c'était sur 3 jours. Et il y avait plein de salles différentes en fait, avec plein de confs différentes. Donc mercredi, jeudi et vendredi de la semaine dernière.
Donc moi je vais vous parler évidemment uniquement de ceux que je suis allé voir parce que je peux pas vous parler de choses que je n'ai pas vues. Euh, et donc en fait l'idée c'est ça, c'est que vous pouviez après naviguer entre les différentes conférences. Souvent en fait c'était assez bien fichu parce que en gros ce qu'ils faisaient c'est qu'ils essayaient de regrouper en fait toutes les thématiques un petit peu ensemble, toutes les mêmes thématiques on va dire. Et du coup, bah, c'est arrivé des fois que je reste une demi-journée dans une même salle parce que toutes les confs du sujet lié m'intéressaient, quoi. Donc voilà. Olivier, la présentation du casque a été à la fin, avec le fameux One More Thing évidemment. Présentation de WWDC a duré 2 heures, très longue, donc 15 minutes sur le casque. Ouais, ouais, je sais qu'ils ont fait pas mal, ils ont pas mal teasé justement là-dessus. Alors, au niveau des sujets, je vais essayer de passer très rapidement et de vous résumer vite fait la conf. Il y en a certaines qui sont assez techniques, d'autres un peu plus abordables. Donc j'ai commencé du coup avec cette première conf. Donc la conf s'appelait Design Ops, comment faciliter et industrialiser le design pour servir les enjeux humains et stratégiques des organisations. Donc ça en fait c'était très intéressant. Ça a été fait du coup par cette personne, Hugo et Zaalita. Donc Zaalita elle est chez Glovo, c'est une boîte espagnole, et Hugo il travaille chez Canal+. Et donc en fait l'idée c'était de présenter le rôle de Design Ops, chose que je ne connaissais pas spécifiquement. Je connais autant la partie design et puis la notion de Ops. C'est des choses qui me sont pas, enfin qui me sont plutôt familières, mais les deux combinés ensemble, je ne connaissais pas. Et donc en fait, ces deux personnes-là, tous les deux sont effectivement Design Ops. Donc leur rôle en fait, ils ont un petit peu expliqué. Alors c'était animé par une personne de chez Figma, Adrien Dubuisson. Et donc ils ont essayé de présenter un peu le contexte, présenter en fait leur travail, en quoi ça consistait, etc. Et donc en gros, moi si je devais résumer l'idée que j'en ai sortie, sachez que toutes ces conférences d'ailleurs normalement seront disponibles en replay, je pense. Je sais qu'en général il les publie bien plus tard, mais il me semble qu'il les publie, donc j'ai pas spécifiquement pris de notes parce que je préférais profiter de l'event à fond et me dire que s'il y a des choses que je voulais revoir, je les verrai en replay, quoi. Donc du coup, sur cette partie Design Ops, le rôle en fait, ce que j'en ai retenu, c'est, moi je le vois un peu comme, on va dire, un chef de projet, mais qui serait plutôt interne, on va dire, et qui ferait le lien entre les différents. Je crois que j'ai quelques photos, je peux vous en montrer au fur et à mesure. Voilà. Ça serait un peu un rôle de chef de projet, on va dire, mais interne, pour les métiers du design. Donc en gros, dans un grand groupe notamment, vous avez souvent des personnes qui sont, je sais pas moi, spécialisées design UI, des UX, des motion designers, des gens qui sont plus dans la recherche, etc., etc. Et donc en fait, le rôle de Design Ops, ça va vraiment de faire un petit peu le lien entre toutes ces personnes-là et d'essayer de faire en sorte que la communication fonctionne plutôt bien, de voir s'il y a des soucis, des problèmes techniques, des choses comme ça. Donc moi, si je devais le définir de façon très simple, de ce que j'en ai compris de la conf en tout cas, c'est que c'est vraiment un rôle de... on va dire de... Oh putain, c'est fabuleux ça. Ils arrivent à sélectionner même dans une photo le texte. C'est merveilleux ça. C'est vraiment un rôle de chef de projet, on va dire, orienté design. Donc c'était très intéressant. C'est un poste qui ne m'était pas du tout familier, que je ne connaissais pas. Je pense que c'est possible à partir d'une certaine taille, à partir d'une certaine dimension de structure. Ça se fait moins, on va dire, sur des petites boîtes. Déjà pour gérer une équipe de design, donc voilà, faut commencer à avoir une certaine taille. Et donc voilà, c'était plutôt intéressant, plutôt cool. Ensuite, j'ai été sur une autre conf aussi orientée design. Celle-ci était hyper intéressante, Sébastien Lost. Alors malheureusement, j'ai pas pu assister physiquement puisque la salle était trop petite, mais après il projetait à l'extérieur si jamais. Donc c'était très très cool. La thématique c'était la dissonance cognitive comme un outil de design. Alors c'était assez pointu comme truc, mais en gros je vais vraiment ultra vulgariser. L'idée c'est que Sébastien nous présentait au travers d'un cas, en fait à la base il y a une formation d'architecte, et en gros il expliquait quelle devait être selon lui la démarche
d'un designer ou d'une designeuse, mais de façon générale, hein, c'est-à-dire ça peut être dans l'architecture, ça peut être peu importe, et d'essayer justement de ne pas... euh, alors, il appelle ça la dissonance cognitive. En gros, l'idée, c'est que quand, pour lui, le rôle d'un designer, ça va être de partir du principe que tout est possible, on va dire, même les choses qui paraissent très compliquées. Et d'ailleurs, il illustrait avec un cas d'un bâtiment, en fait, un architecte qui avait designé un bâtiment qui flottait, littéralement, genre, voyez-le comme un gros bloc qui flottait au-dessus de rien du tout. Et en fait, il a donné cet exemple-là parce que à l'arrivée, finalement, le projet a été réalisé. Donc, il disait que le rôle d'un designer, selon lui, c'était de commencer par s'extraire un peu de tous ces concepts, on va dire, avant de dire c'est pas possible, de partir du principe que tout était possible. Et après, donc, il expliquait un peu toute la démarche qu'il fallait suivre, on va dire, pour arriver à quelque chose de concret. Donc, c'était assez pointu, mais c'était hyper, hyper intéressant. Et je pense que j'irai la revisionner, celle-ci, en replay. Voilà. Ensuite, j'ai assisté. Alors là, je suis parti plus sur de la technique. Après, j'ai assisté à cette conf qui était cool. À la découverte du développement mobile sans les mots de tête. Donc là, en fait, c'est le retour d'expérience d'une personne, donc de Cyril, qui en gros il est développeur web à la base. Développeur de site internet, et donc il donnait son retour d'expérience un peu sur les applications mobiles. Le fait de développer un appli mobile quand on vient du monde du développement web. Et c'était assez rigolo. Parce que du coup, en fait, on se rend compte qu'en tant que dev web, on n'a pas du tout les mêmes visions, les mêmes contraintes, les mêmes... voilà. On n'a pas les mêmes approches, on va dire. Et il y a plein de choses sur lesquelles, lui qui venait du développement web, il s'est rendu compte qu'il y avait plein de choses qui étaient un peu... voilà, des choses qui ne lui étaient pas familiers. Donc, en conclusion un peu de tout ce qu'il a dit, j'ai relevé quelques points intéressants. Donc, il mettait du coup que le développement mobile, c'était une approche beaucoup plus engageante que le développement web, dans le sens où la mise en prod sur les stores, notamment, donc Apple Store, etc., c'était quand même un casse-tête, surtout la première fois. Et que ça prend du temps pour avoir une validation. Donc voilà, les gens qui font du dev mobile, je pense, reconnaîtront un peu ce type de contraintes-là, mais c'est des choses qui nous sont un petit peu plus... qui ne nous sont pas familières quand on est développeur web, puisque en gros, vous développez votre site et vous le mettez en prod, et voilà, quoi, il n'y a pas de questions à se poser, alors que quand vous faites du dev mobile, vous avez toute une démarche de mise en place sur les stores. Avec Android, c'est un peu différent parce que vous pouvez prendre en fait le fichier qui en a extrait. Ah, il y a un souci? On a un souci de quoi ou pas? Attendez. Allô, allô? Dites-moi dans le chat si tout va bien ou si on a un problème. Moi, de mon côté, tous les signaux sont bons, mais je ne sais pas. Ah, tout roule? Ça roule, c'est bon, Olivier? Tu me confirmes? Ok, bon, si c'est cool, c'est parfait. Bon, je continue du coup. Et alors du coup, ouais, donc ce qu'il disait, c'est que c'est pas comme le dev web où on peut en fait en faire un peu en mode loisir pour tester et s'amuser. Très vite, en fait, ça peut faire bugger les pubs, Olivier. Ah, ok, d'accord, ouais, c'est les pubs de Twitch qui peuvent des fois faire bugger. Ok. Et donc ce qu'il disait effectivement, c'est que c'est plus compliqué en fait de faire du dev mobile pour s'amuser. Parce que il y a cette notion de store. Hormis Android, c'est vrai que Android, on peut directement installer les fichiers qui sont compilés, là on appelle ça un APK. Vous pouvez développer une appli mobile et puis l'installer directement sans passer par les stores, mais chez Apple c'est pas possible, donc il faut forcément passer par des stores. Voilà. Après, ce qu'il expliquait aussi, c'est que les phases de test et de debug étaient compliquées à reproduire parce qu'il y a beaucoup de devices différents, et que même s'ils utilisent des simulateurs et des émulateurs, rien ne vaut quand même du natif, rien ne vaut un vrai téléphone pour tester et se rendre compte des conditions réelles. Donc ça, c'était aussi un point assez compliqué. D'ailleurs, il avait une anecdote assez rigolote, c'est que donc Robin, qui était avec lui, qui co-animait l'anime, lui par l'anime qui co-animait la presse, pour le coup, lui, c'était un dev mobile. Donc voilà, il était assez aguerri sur ces sujets-là. Et donc, en fait, quand il a développé son petit projet, Cyril, c'était un projet, il disait, je crois qu'il est joueur de cartes Magic, et en gros, il voulait faire
Il voulait faire une petite appli autour de ça pour voilà, partager à ses potes, etc. Et donc, quand il s'est lancé là-dedans, il a demandé en fait un coup de main à Robin. Et il disait c'était très rigolo parce que quand quand il est arrivé avec une espèce de grosse trousse dans laquelle il avait je sais pas combien de câbles de téléphone différents. Enfin, vraiment le toolkit vraiment énorme. Et donc c'était très rigolo. C'était une petite anecdote qui nous partageait, quoi. Et après, donc, ce qu'il disait, c'est que malgré l'ouverture des stores, puisque on l'avait vu sur certaines matinales, il y a des lois européennes qui vont sortir pour en fait essayer de... Enfin, c'est des lois un peu antitrust, hein, et faire en sorte que typiquement les iPhones puissent avoir des applications outre que depuis leur store à eux, que d'autres personnes puissent monter en fait puissent monter leur propre store ou proposer des applications d'une autre façon sans avoir à passer par Apple. Eh bien, malgré cette ouverture des stores, selon eux, il risque d'y avoir quand même beaucoup d'utilisateurs qui vont rester sur les principaux stores. Parce que, en fait, justement, toute cette phase de procédure un peu longue et pénible, il y a aussi toute une phase de tests de base qui sont effectués et qui vous garantissent que les applis que vous avez téléchargées vont pas avoir comporté des virus ou des choses un peu malicieuses. Donc voilà. Plus également le fait qu'il y a, pour les développeurs d'applications mobiles, une facilité enfin, il y a quelque chose qui est assez tangible aussi, c'est que quand vous faites par exemple des achats in-app ou des choses comme ça, c'est quand même beaucoup plus simple de le faire si vous passez par les stores. Apparemment, il y a certaines facilités au niveau des paiements qui sont faites. Donc voilà, eux ils se sont dit, malgré le fait que les lois européennes vont ouvrir les stores et faire en sorte que n'importe qui puisse installer ou créer son propre store, il y a quand même, c'est quand même très rodé côté Apple et côté Google pour Android, donc il y a pas mal de gens qui risquent d'y rester malgré tout, quoi. Salut JP, comment ça va? Olivier qui met, je connais une boîte à Lausanne qui a une salle de test mobile. Ils ont une vingtaine de mobiles et un logiciel de gestion qui pousse l'app directement sur les Android. Ah ouais. Ah, mais quand t'es spécialisé, je pense qu'après tu peux te permettre ce genre de truc. Mais c'est vrai que c'est un peu chiant en fait de se dire que tu peux pas, comme là, donc l'exemple de Cyril, qui en gros veut se dev son petit truc, voilà, pour le kiff, quoi, pour le fun, parce que c'est un métier quand même passion à la base. Et de te dire que tu peux pas, enfin, c'est quand même compliqué de juste faire quelques tests. Tu es obligé de passer par des stores pour que, mettons, tes potes qui sont chez Apple puissent télécharger l'appli sur leur iPhone. Et tu dois aussi payer parce que voilà, l'hébergement n'est pas gratuit. Enfin bon, tu me diras, il y a de l'hébergement aussi payant en web, mais aujourd'hui, tu as quand même pas mal de solutions gratuites, surtout si tu fais du 100% front, quoi. Donc voilà. Du coup, voilà un petit peu pour le. Alors, je pense que je vais changer le titre par contre, comme ça je vais conserver celui-ci pour plus tard. Je vais d'abord mettre. Je pense qu'on peut changer les titres normalement en direct. Je vais marquer Web 2 Days Débrief. Et après, comme ça, je mettrai le titre d'Apple. Parce que j'ai pas envie que. S'il y a des gens qui arrivent, forcément, ils vont pas bien comprendre de quoi on parle. Voilà. Donc, du coup, coucou Xavier, comment ça va? Xavier, du coup, que j'ai vu physiquement, voilà, on a mangé ensemble et tout, physiquement sur Web Today. Je vous montrerai quelques photos après si vous voulez. Comme ça, vous verrez nos têtes. Donc, effectivement, voilà, comme tu l'as dit, Olivier, effectivement, ça peut très très vite tourner, on va dire, à, comme tu l'as dit là, une salle avec une vingtaine de mobiles, etc. La diversité de mobiles est un avantage pour le client. Il peut choisir ce qu'il veut. En plus, des dizaines de versions d'Android, un vrai cauchemar pour les devs, pour leur bien. Ouais, non, mais c'est ça. Donc c'était intéressant, c'était vraiment intéressant ce retour d'expérience de Cyril, du point de vue d'un dev web en fait, de se rendre compte de toutes les contraintes que subissent les devs mobiles, quoi. Donc voilà, rigolo. Tac. Alors ensuite, autre conférence à laquelle j'ai assisté. Voilà, là c'était vraiment pas mal de choses sur le parti mobile. Et là, on switch mobile plus no code. J'ai assisté à la conférence de Fabrice, du coup, qui est ambassadeur Flutterflow. Donc Flutterflow, c'est une solution. En gros, je peux vous montrer d'ailleurs, je crois que je me suis connecté hier. J'ai créé un compte, alors attendez. On va tester ça un peu en live. Voilà,
Donc, en gros, quand vous faites du développement mobile, vous avez plein de solutions. Vous pouvez le développer en langage natif, etc. Ça va très bien, Xavier, merci beaucoup. Et du coup, donc quand vous faites du dev mobile, vous avez la possibilité de développer en code natif, hein, donc voilà, faire du Swift côté Apple et du Android. Alors c'est quoi? C'est du Kotlin maintenant qu'ils font côté, côté Android. Et, ou alors, vous pouvez aussi utiliser en fait des solutions qu'on va appeler, alors il y en a qui appellent ça cross-platform. Je sais pas si c'est vraiment le bon terme, cross-platform, mais peu importe. L'idée, c'est que vous avez des solutions type React Native ou Flutter qui vous permettent d'avoir un seul code. Vous codez une fois et une seule, et en fait, le framework que vous utilisez va se charger derrière de compiler pour en sortir du code natif que vous pourrez du coup déployer sur Apple, enfin sur iPhone ou sur Android ou à peu près n'importe quel. Je sais pas s'il y a d'autres trucs plus exotiques. Windows Phone, ça n'existe plus, je crois pas. Enfin bref, en tout cas, vous voyez l'idée. Et donc effectivement, parmi les solutions les plus connues, mais pas que, hein, non exclusives, comment on dit, enfin il y en a d'autres quoi. On peut retrouver React Native, donc qui est un fork de React dédié vraiment mobile, et Flutter. Flutter qui est du coup qui est en fait, c'était non exhaustive le terme que je cherchais, pardon. Flutter du coup qui est créé et maintenu par les amis de chez Google. Et donc Flutter, c'est une solution qui fonctionne plutôt bien avec un langage assez spécifique qui s'appelle le Dart. Et en fait, il y a une solution qui s'appelle Flutterflow qui propose en fait de développer en Flutter mais en no-code. Oh, vous me saoulez avec vos trucs. Qu'est-ce qu'on dit? Je suis un freelance. Voilà, je suis un freelance et je suis développeur. Comme ça, ils auront leur petite stat. Myself, voilà. Allez, voilà, beginner. Et donc du coup, Flutterflow a sorti une app qui vient par-dessus en fait Flutter pour permettre de créer toujours dans la même lignée des applications mobiles sur les deux plateformes principales que sont Android et iOS, mais de façon no-code, on va dire. C'est-à-dire que vous pouvez en fait créer des projets, voilà, créer un nouveau projet, partir d'un projet blanc voilà, à vide, ou partir même de templates existants. Donc il y en a qui sont un peu premium, il faut avoir l'abonnement premium, mais il y en a qui sont gratuits. Je crois que hier j'ai fait un test, c'était lequel? C'était celui-ci. Et donc vous pouvez arriver en fait sur une petite interface un peu à la Figma, et comme ça créer en fait toute une application mobile uniquement avec du drag and drop. Voilà, donc vous avez des petits éléments type layout pour agencer un peu vos éléments, et puis des éléments plus précis, du texte, des images, etc., etc. Et en fait, l'avantage de ce truc, enfin, c'est un peu ce qu'a présenté la personne, donc Fabrice ici présent, qui est, alors il nous a dit qu'il était ambassadeur Flutterflow et qu'ils étaient 4 en Europe, donc ils sont pas trop nombreux, c'est un peu en développement, mais voilà. Et en gros, donc il nous a fait un petit peu la démo, il nous a expliqué comment ça fonctionnait, tout ça, donc on peut avoir même là, on peut avoir directement un aperçu pour se rendre compte un peu de ce que ça donne. Et ce qui nous disait qu'il y avait d'assez intéressant, c'est que en fait, il faut vraiment le voir comme un outil. C'est-à-dire, vous voyez, c'est quand même vraiment comme une appli, hein. Hop, s'il y a vraiment les mêmes comportements, etc. Je peux réserver, revenir, etc., etc. Et ce qui disait qui était plutôt intéressant, c'est que en fait, il faut vraiment le prendre comme un outil, c'est-à-dire que vous pouvez tout à fait commencer en fait à développer votre appli sur Flutterflow, faire une espèce de base, et ensuite l'exporter en code Flutter avec du Dart, etc. Et puis continuer, et que le projet continue à faire sa vie et complètement détaché, on va dire, de Flutterflow. Donc ça, c'était assez intéressant de se dire effectivement qu'on n'est pas totalement lié et qu'on peut commencer uniquement avec ça pour avoir une espèce de base. Et puis après, si on a des besoins plus précis, on peut tout à fait rentrer dans le code et être plus précis, quoi. Donc voilà, du coup, il nous a pas mal fait c'était surtout une démo de l'interface, il nous a parlé un peu du produit, et puis voilà, quoi. Salut Benta, comment ça va? Coucou à toi. Je rattrape le chat, je sais pas, j'ai vu que vous parliez entre vous, Xavier et Olivier, je sais pas s'il y avait des choses sur lesquelles je devais réagir ou pas.
Olivier qui met le web dev a déjà les contraintes de l'écran, ce que ne comprenaient pas les designers sur papier, magazine, journaux, etc. Avec le mobile, c'est pareil pour le. Ouais, oui, c'est ça, c'est ça. Il n'y a pas les mêmes contraintes, ouais. Bon, si j'ai raté un commentaire, n'hésitez pas à le respammer dans le chat, parce que je suis désolé, j'ai beaucoup parlé et j'ai pas suivi un peu la conversation. Xavier qui dit Flutterflow, mon prochain tool à partir de septembre. Je me lance. Ah, donc tu vas tester du coup plus en profondeur l'outil. Mais tu fais du dev mobile, toi? T'as des projets sur lesquels tu fais du mobile ou c'est vraiment pour le kiff? Ah, il me rappelle que je ne réponds pas tout le temps à mes DM. Ah, ouais, c'est normal, il y a des fois on peut pas toujours. On est un peu full quoi. Donc voilà, cette conf était plutôt sympathique et du coup j'ai enchaîné sur une autre conf toujours plus ou moins en lien mais qui était un petit peu différente, c'est celle-ci. Donc c'était la conf de, il s'appelle Antoine de Verneuil, ce monsieur. Très très cool. Donc là, je crois que c'était un peu le moment no code. Ouais, j'étais dans la salle à Stéréolux Micro et toute une matinée, j'ai enchaîné des confs sur la partie no code, donc c'était cool. Donc lui, en fait, il venait témoigner, il expliquait comment est-ce qu'il avait créé une app mobile iOS Android en side, donc vraiment voilà quelque chose qu'il faisait à côté en 2 semaines. Alors c'était très rigolo, j'ai une photo d'ailleurs je crois de la conf que je peux vous partager, où en gros il expliquait en fait son but en fait c'était de se dire ok quelles seraient les clés on va dire pour essayer de très vite en fait avoir une idée en tête et réduire en fait le time to market, réduire le temps entre je dirais le moment où il a eu son idée et le fait où elle est effectivement en prod. Et donc en passant par plein d'outils no-code et autres, essentiellement du no-code. Et donc il nous témoignait un petit peu. Donc il s'est lancé en fait sur une première appli qui était une appli pour gérer les listes de cadeaux à Noël. Vous savez, quand vous par exemple en famille vous faites des groupes WhatsApp, qu'est-ce qu'on offre à un tel, machin, voilà, qu'est-ce qu'il veut, nanana. Là il s'est dit moi j'ai voulu résoudre ce problème en développant une application qui permettrait de poster les cadeaux qu'on a envie, faire sa propre liste et de se partager les listes entre nous. Et ensuite, les autres peuvent acheter des cadeaux de votre liste sans que vous soyez au courant. En gros, voilà. Donc c'était son petit objectif, son petit proof of concept. Et du coup, le bilan de cette expérience, il est là. Donc il a réussi, donc son but c'était vraiment d'aller vite, toujours d'aller vite et de se dire ok comment je peux réduire le time to market et faire de mon mieux quoi. Donc il est passé par toutes les étapes, il nous a tout expliqué, les galères qu'il a eu etc. Et la conclusion de tout ça, il a réussi du coup à faire son app, donc bilan du 0 à 1, temps de travail effectif 39 heures, délai 15 jours, donc il a travaillé pendant 39 heures pour arriver à sortir 2 applis mobiles iOS Android. C'est pas mal, enfin moi je trouve ça quand même relativement, ça va quand même. 15 jours, donc étalé sur 15 jours, avec une moyenne de 2h30 à peu près par jour. En termes de coût, 188$ plus 12 euros, ouais bon en gros 200 balles de base. Donc c'est là que ça fait un peu écho à ce que je vous disais sur la conf précédente, quand on est dev mobile quand même, et qu'on fait ça pour le plaisir, pour une appli comme ça, 200 balles d'entrée, ça fait quand même mal quoi. Surtout si c'est un truc qu'on veut tester juste pour s'amuser, etc. Et ensuite, en coût mensuel, 65$. Donc, par rapport à tous les outils qu'il utilise, etc., etc. Et ensuite, là, il a listé un peu il a mis le listing de tous les outils utilisés. Donc, vous voyez qu'il y en a quand même quelques-uns. Pas mal de Adalo, du coup, Adalo qui est vraiment l'outil no-code principal qu'il a utilisé pour développer son appli. Donc voilà, mais c'était rigolo. En plus, il avait une façon de présenter très speed et tout. C'était vraiment chouette. Et il expliquait un peu voilà, les petits raccourcis, les petits chemins pour essayer de gagner du temps, gagner de l'argent, etc. Et faire une appli de la façon la plus rapide possible pour essayer d'éprouver un peu son concept et son idée, histoire de voilà, histoire de le faire de façon itérative et pas passer du temps sur un truc qui en fait ne marchera jamais, où il n'y a pas un public, quoi. C'est ça l'idée. Normalement, il y aura les rediffs YouTube si je dis pas de bêtises. Oui, Xavier, il me semble aussi. En tout cas, sur les années précédentes, ils l'ont fait. Donc, ouais, pour répondre à ta question, Olivier, effectivement, les confs seront dispo normalement sur YouTube. Je suis quasi sûr. De toute façon, si vous tapez Web Today sur YouTube, je pense que vous devez avoir. On va essayer. Vous devez avoir les années précédentes.
Hop. Voilà. C'est ce compte. Ouais, vous voyez, on voit les années précédentes. Donc, vous tapez Web2Days sur Google et vous les aurez assez facilement. Après, je pense que ça ne sera pas tout de suite, mais voilà. Donc, très très cool aussi, très intéressant cette petite conf. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, ensuite, j'étais sur une autre conf un peu technique. Cette fois-ci, alors celle-là, passionnante. Vraiment, c'était mortel. Anthony Legos, du coup, de chez Zenica. Il expliquait en gros le détail de comment fonctionnaient les navigateurs web. Alors j'avais déjà un petit peu... j'avais déjà entendu des conférences similaires, mais lui c'était vraiment très très cool. Attendez, je vais regarder, je crois que j'ai quelques photos que je peux vous partager. Ouvrir. Donc en gros, c'est quelqu'un qui est, lui, il est vraiment passionné par, on va dire, le côté performance. En fait, comment arriver à faire des sites relativement performants, notamment en matière de HTML, CSS et JS. Et donc, il nous a expliqué un peu comment étaient structurés des navigateurs. Donc, il a commencé sur un niveau de zoom relativement haut et ensuite, il allait un peu plus en profondeur à chaque fois. Donc, ce qu'il nous expliquait, c'est que grosso modo, au début, ben voilà, vous avez la partie UI, en fait, une première couche UI qui est un peu ce que vous voyez visuellement sur votre navigateur. En dessous, vous avez le moteur du browser, du moteur de recherche, un moteur de rendu qui se décompose en réseau, moteur JS, UI backend, etc. avec une partie persistance de données. Bon, peu importe, je ne vais pas refaire la conf. Et ensuite, du coup, il a fait un petit zoom sur... alors attendez, je crois que c'est sur la photo précédente. Il a fait un petit zoom justement sur cette partie rendu. Comment est-ce que vos pages web sont rendues en fait quand vous faites du HTML, CSS, JS. Donc l'idée, il y a une première phase de parsing où en fait on va aller récupérer tout le code. Ça va être transformé en deux choses, le DOM et le CSS-OM. Donc le DOM, c'est vraiment la partie HTML, la représentation, on va dire, de votre page dans le navigateur, enfin sous forme d'objet. Et son équivalent alors je sais pas si, je pense qu'il a fait une coquille, je crois que c'est CSS-OM et pas CCS-OM, mais bon, peu importe. Et ensuite, tout ça est rendu et mergé, on va dire, dans ce qu'ils appellent un render tree. Et donc c'est là que commence en fait la phase de dessin pour que vous puissiez voir tout simplement affiché dans votre écran avec trois parties distinctes, layout, le paint et les composites. Et en fait, en quoi est-ce que c'est intéressant de connaître un peu ce genre de truc? C'est que quand vous faites du CSS ou des animations en JS, il vous faut en fait avoir conscience de ce que vous utilisez comme propriété parce que certaines vont faire que vous allez recalculer juste votre étape de composite, alors que certaines vont vous obliger à re-rendre tout depuis par exemple le render tree. Je crois qu'il parlait de la propriété CSS display none par exemple, c'était une mauvaise pratique de faire des animes avec le display none parce qu'en fait le display none faisait que votre élément disparaissait de votre render tree et donc il fallait tout recalculer depuis le render tree, le layout, le paint, le composite, etc. Donc c'était technique mais c'était ultra intéressant et il faut absolument avoir conscience de ce genre de choses quand vous faites ça parce que du coup ça peut avoir des répercussions sur les performances de votre site si jamais vous en faites beaucoup quoi. Et ça vraiment ouais c'était hyper intéressant. Je l'ai contacté d'ailleurs pour savoir s'il pouvait nous refaire un peu la presse chez Déclic. Donc voilà, on va voir il m'avait dit que c'était ok normalement, mais je vais voir avec lui. Et il a terminé sur un projet que je ne connaissais pas qui était très très cool qui s'appelle Houdini CSS. Alors, rien à voir, je vois que Atomisty est présent, rien à voir avec le logiciel de 3D Houdini. C'est vraiment un truc à part. Ah, salut Léon, comment ça va? Le mec s'appelle Anthony Alors, attendez, j'ai retenu son prénom parce qu'il a un prénom vraiment fabuleux. Mais son nom de famille, c'est Legos, Anthony Legos, et il bosse chez Zenica. Alors, il est directeur chez Zenica Brest, parce que Zenica, c'est une boîte où ils ont plusieurs antennes. Et lui, ultra intéressant, ce gars, vraiment très très cool. La conf était mortelle. Je pense que voilà, si je peux, je vais essayer de vous faire de le faire venir pour qu'il nous réexplique un peu ce truc parce que c'était très 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 cool. Et donc du coup, il nous parle d'un projet effectivement qui s'appelle Houdini CSS.
qui justement permettrait de résoudre un petit peu plusieurs problèmes à la fois. C'est-à-dire que de base, le concept d'Houdini CSS, c'est un petit peu comme, voyez-le comme les web components. Quand vous faites des web components et que vous étendez, en fait, vous créez vos propres balises HTML, ben c'est exactement, on va dire, enfin c'est un peu le même principe, mais pour le CSS. C'est-à-dire que vous pouvez créer en quelque sorte des propriétés CSS et vous pouvez dessiner un peu comme dans... Enfin moi c'est comme ça que je l'ai compris. Après j'ai parlé à un mec dans la con, je me suis retourné, je lui dis c'est un peu comme si... c'est un peu comme la balise Canva dans laquelle on dessine à l'intérieur. Et le mec m'a regardé en mode... ok, il est trop con lui, mais en fait, du coup, genre, je suis quand même allé me renseigner derrière et pour moi, c'est exactement ça. Vous pouvez effectivement créer des propriétés CSS et vous pouvez dessiner un peu comme dans un Canva, vous avez vachement plus de liberté. Donc ça, c'est le concept un peu d'Houdini CSS de base. Je rentre pas trop dans les détails parce que c'est pas un sujet que je maîtrise assez, mais j'ai commencé un peu à me renseigner quand même. Et l'avantage de ça surtout, c'est que vous allez pouvoir utiliser ça, ce qu'ils appellent des worklets, et en fait vous intégrez dans les différentes phases, on va dire, du rendu de votre navigateur. Vous allez pouvoir un peu vous hooker, on va dire, sur certaines phases, et du coup être plus en maîtrise, on va dire, de votre rendu, et du coup éviter ce souci justement de tout re-rendre par exemple dans le render tree, etc. Donc il disait qu'en gros c'était un projet qui n'était pas si récent, qui était plutôt ancien en fait, mais qui n'avait pas encore beaucoup pris. J'ai trouvé d'ailleurs, si jamais vous êtes impatient et que vous pouvez pas encore, si vous voulez déjà aller découvrir un peu ce projet Houdini CSS, j'ai trouvé une conf relativement cool. Alors attendez, je l'ai partagé à JP, je vais vous la mettre dans le chat parce que vraiment c'était assez technique, mais franchement hyper intéressant. Et après, bah, dès lors que si je peux, j'essaierai de faire venir Anthony pour qu'il nous explique ça un petit peu plus précisément. Alors JP, où es-tu? Ici. Ouais, je suis tombé sur cette vidéo là qui était pas mal, qui explique justement tout le concept un peu de Houdini CSS, voilà, toutes les étapes de rendu, machin et tout. Je vous mets ça dans le chat. Alors attendez, vous êtes où? Vous êtes là. Voilà, ça c'était du coup hyper intéressant, assez tech évidemment, mais vraiment le Anto là, il a vraiment géré, j'ai trouvé ça très cool. Allez, j'enchaîne rapidement. Du coup, qu'est-ce que j'étais allé voir d'autre comme conf? Je suis allé voir. Ah oui, donc c'était aussi pas mal sur la thématique no code. J'ai bien sûr été voir notre Alexis International, du coup, Alexis Kovalenko, du coup, qui était présent, qui fait partie des animateurs principaux de No Code France avec Xavier aussi ici présent. Et du coup, il nous a fait une conf un peu plus généraliste, on va dire, parce qu'il y avait quand même pas mal de choses sur le no-code. Et là, c'était plus une presse plus généraliste sur sa vision du no-code, comment est-ce qu'il voyait ça, et comment est-ce que il le présentait en quelques mots, sa vision aussi de ce que ça allait donner. Alors c'est très bien parce qu'en plus il a fait toute sa presse sur la thématique de comment ça s'appelle, oula, j'ai un trou de mémoire. Attendez, l'une des plus grosses fictions qui soit, attendez, Star Trek, merci Xavier, sur la thématique de Star Trek, et avec des slides de Star Trek et tout, c'était très rigolo. Et alors, si je devais retenir une seule chose, vraiment le truc qui m'a marqué le plus dans tout ce qu'il a dit, et qui avait une seule idée à retenir de tout ça, c'est que selon lui, et je suis assez d'accord, à l'avenir on ne parlera plus de no-code et de code, mais plus de programmation textuelle et programmation visuelle. Et donc en fait, moi ça m'a tout à fait penser en fait au projet Unreal Engine. Donc quand vous développez des jeux vidéo aujourd'hui, vous pouvez utiliser des moteurs de jeu comme celui qui est géré par Epic Games qui s'appelle Unreal Engine. Donc c'est ce qui fait tourner Fortnite et compagnie. Et eux déjà, ils ont effectivement cette notion de programmation visuelle et textuelle, c'est-à-dire que vous pouvez développer tout un jeu vidéo via ce qu'ils appellent un blueprint, c'est une espèce de système nodal, une espèce de boîte dans laquelle vous pouvez mettre des paramètres, etc. Ça existe déjà, et vous pouvez aussi faire de la programmation plus textuelle si vous voulez rentrer un peu plus dans le moteur, quoi. Enfin, si vous voulez aller un peu plus précisément. Mais déjà, vous pouvez faire plein de choses en fait uniquement en visuel sans avoir à faire une seule ligne de code. Donc j'ai trouvé cette phrase assez pertinente et assez cool de dire effectivement que on ne parlerait plus de no-code et no-code, mais plus de programmation visuelle et programmation textuelle.
Et alors, ce qui m'a bien fait plaisir quand même, c'est qu'on a eu un petit clin d'œil à Déclic pendant la conf, puisqu'il a présenté des personnes qui étaient un peu, voilà, qui étaient assez actives, on va dire, sur la commu no code. Il a parlé de Agathe, qu'il avait reçu notamment sur le podcast de Contournement. Agathe, elle travaille chez The Tribe, elle est développeuse purement code à la base, et maintenant elle a le no-code qui fait partie de son workflow. Bon, là, elle a parlé de Shubham, de Georges, etc. Et de Bruno avec notre conférence, du coup, vu qu'on avait reçu Bruno pour parler de toutes ces automatisations. Donc ça m'a fait bien plaisir. Voilà. Quelle heure il est? 9h46, faut que je me grouille. Je conclus très rapidement, du coup, sur les autres confs que j'ai vus. Donc après j'ai fait pas mal de confs sur la partie Web3 aussi, très très intéressant. Donc ce qui... Alors, attendez, ah si, il y en a une qu'il faut pas que j'oublie, auquel on a assisté avec Benoît et qui était hyper intéressante. Et donc on y est allé avec Benoît et Manu. C'était une conf de Loïc Carbone sur la partie architecture composable. Donc voilà, nous qui sommes dans la partie Jamstack chez PicBeam, c'était des choses qui nous parlaient plutôt bien. Donc voilà, c'était une conf aussi qui était intéressante. Et après voilà, tout un pan aussi sur la partie Web3. Donc Web3, décentralisation. Donc il y avait cette conf de Raphaël Semetez. Il y avait aussi le fondateur de API Platform, je ne sais pas si vous connaissez, qui est un framework PHP, Kevin Dunglass, qui nous a expliqué un peu aussi voilà, comment faire des applications web décentralisées sans blockchain. Donc le Web3, c'est un sujet que vous maîtrisez moyennement. L'idée, c'est de se dire que à aujourd'hui, on est dans la phase Web 2, c'est-à-dire que le Web 1, c'était de l'information statique, des sites statiques, on poussait de l'info, mais chacun hébergeait un peu son truc sur son ordi. Ensuite, il y a eu le Web 2 qui est arrivé avec beaucoup de... Enfin, tout ce qui est réseaux sociaux, la phase, voilà, les réseaux sociaux, etc., des sites très dynamiques, mais avec l'inconvénient que ça comportait, que les GAFAM en fait concentraient 60 à 70% du trafic, c'est-à-dire que aujourd'hui beaucoup du trafic d'internet passe par les GAFAM, soit Amazon, Facebook, etc., etc. Et donc le web est devenu en fait centralisé, justement, beaucoup trop centralisé. Et donc le principe du Web 3, c'est de se dire d'inventer, de partir sur certains concepts qui décentralisent et qui évitent du coup que les GAFAM soient un peu au cœur de tout ça. Donc il y a pas mal de projets qui sortent par rapport à ça. Il y a notamment le projet Solid dont a parlé Kevin, qui a été développé par Tim Berners-Lee, qui est l'un des pères fondateurs du web, on va dire, qui en gros a vu que son web, le web qu'il avait inventé, devenait beaucoup trop concentré et pas assez décentralisé. Et du coup, il a sorti Solid, qui a une espèce de façon de développer des sites un peu différentes. En fait, en gros, le projet Solid, ça vous permettra de gérer beaucoup mieux en fait toutes vos données. En gros, vous aurez ce qu'ils appellent, alors comment il m'a appelé ça, des pods, je crois. C'est un peu comme, on va dire comme un endroit dans lequel vous pourrez stocker tout un tas d'infos et vous pourrez décider de façon très fine de ce que vous voulez partager à d'autres sites ou pas en termes de données personnelles. Donc voilà, il y a tout un concept derrière, je ne vais pas rentrer parce que c'était... là, on y passerait trop de temps, mais c'est vraiment hyper intéressant. Le concept de Web3, on voit souvent les NFT et compagnie, mais en réalité, il y a tellement de trucs... on est limite politique, on va dire, hein, parce que voilà, très souvent, c'est des gens assez engagés qui sont là-dedans et il y a toute une partie là-dessus. Et ensuite, il y avait une autre conf qui était plus sur les faits divers. Pareil, toujours dans la mouvance Web3 avec Lenny Bernard et voilà, qui expliquait comment ça fonctionnait du coup un fait divers. Donc voilà, pareil, je vais pas rentrer dans le détail, mais c'était mortel. Voilà un petit peu pour le tour de ce que j'ai vu. J'ai pas détaillé tout parce qu'il y en a tellement de choses, ça faisait beaucoup et voilà. J'ai vu une partie aussi sur comment intégrer de l'IA dans son produit. C'était une personne de chez WeWeb qui est venue, hyper intéressant. Et puis aussi un feedback sur la création d'un chatbot custom avec un framework qui s'appelle Langchain. Et là pareil, c'était un peu technique mais c'était cool. Donc en conclusion de tout ça, j'ai trouvé quand même que l'event était super cool.
parce qu'on parle un peu des derniers sujets de nos métiers, des choses voilà, qui sont un peu au devant de la scène. Il y a eu beaucoup d'IA quand même, je vous cache pas, et parfois, des fois peut-être un peu trop. Mais bon, vous savez, l'IA en ce moment, c'est trop. Je pense que globalement, même sur Déclic, on en a parlé pas mal. Et voilà, après, ce que j'en retiens de cool, c'est qu'il y a des niveaux différents de conférences. Il y en a qui s'adressent plus à des débutants, d'autres qui sont beaucoup plus précis. Ils varient vraiment en termes de niveau, donc ça, c'était plutôt cool. Ce que j'ai retenu après, c'est l'ambiance. L'ambiance est vraiment trop cool. Le lieu est hyper sympa. J'ai une photo de nous, attendez, où on peut voir un peu comment... J'ai même fait une vidéo, je crois. Mais je vais commencer par vous montrer la petite photo. Et donc en fait, ça c'était sur l'île, en fait, à Nantes. Là, ils appellent ça l'île de Nantes. Et avec le hall des machines, je sais pas si vous connaissez. Enfin, c'est un truc avec plein d'animaux, etc. Enfin, on avait un gros éléphant juste à côté de nous, c'était rigolo. Et donc voilà, le lieu, j'ai fait une petite photo, on a fait une photo avec les autres. C'était vraiment dans un truc très indus, vous pouvez voir en fond. Hop, j'ai pas partagé l'écran. Avec une petite scène principale et après il y avait tout un tas de salles tout autour. Voilà, après on a fait quelques rencontres, j'ai croisé Shubham. Shubham avec Maud Alaves, pareil qui est créatrice de contenu. Et puis ça, c'était la photo également avec une bonne partie de la team de chez No Code France. Donc, vous pouvez voir Xavier ici. Regarde Braise. Voilà, on avait, j'ai rencontré aussi donc Alexis et Camille qui étaient venus en stream, qui étaient venus en interview. Donc voilà, ça c'était vraiment mortel. Voilà, plein de gens de chez No Code France qui étaient présents et du coup, ça faisait trop plaisir. Voilà un peu. Pour le petit débrief de cet event, j'aurais voulu parler un peu plus là, des conférences Web3, mais bon, voilà, je vois que le temps passe et qu'on a aussi de l'actualité à couvrir, les amis. C'est toujours fou ce coin de Nantes. Ouais, non, mais j'étais jamais allé à Nantes et tu sens que c'est très culturel là-bas, c'est très, voilà, même tu vois, il y a plein de cafés avec des fresques murales, trucs comme ça. Enfin, moi je trouvais ça mortel. Moi qui suis très dans le créa, etc., j'ai adoré. Déclic sur Mastodon, je ne sais pas. Pour le moment, on va attendre de voir comment ça évolue. On a déjà pas mal de réseaux à gérer sans rentrer sur d'autres en plus, quoi. Tiens, ma prochaine visite de la France, ça devrait être Nantes. Faudrait que je trouve des events là-bas. Ouais, mais il y en a assez régulièrement. Puis là, l'été qui arrive, à mon avis, tu vas avoir de quoi faire. Voilà. Donc du coup, les amis, on va enchaîner sur the sujet number 2. Du coup, je vais remettre à jour, hop, le titre. Ah, c'est pas bon. Touk touk. Voilà. Donc la deuxième, la grosse info, la grosse nouveauté qui est apparue il n'y a pas si longtemps. Donc c'était samedi, dimanche ou lundi, je ne sais pas. Bref, peu importe. La WWDC, conférence d'Apple, assez connue, donc à destination des développeurs, dans laquelle ils annoncent, on va dire, les prochaines grosses nouveautés qui vont apparaître. Et donc, on va commencer un petit peu ce tour de l'actu avec un article du blog du modérateur. Évidemment, si vous voulez réagir dans le chat, n'hésitez pas. Je vais rapidement vous lire ça, histoire qu'on fasse un peu le tour des features. Mais sachez que c'est une big news. Et que si effectivement la promesse est tenue, j'ai lu quand même pas mal de retours d'expérience, puisqu'il y avait des gens aussi, il y avait des journalistes sur place qui ont testé le casque et tout, et qui faisaient un peu leur retour. J'ai pris aussi cet article-ci qui condense aussi quelques-unes des visions, mais je vais essayer de vous donner un peu, pour le moment, tout ce que j'ai compris de toutes les vidéos que j'ai pu regarder et éplucher depuis hier. Alors, Apple Vision Pro, tout savoir sur le nouveau casque de réalité mixte. Dans le cadre de la WWDC 2023, qui a vu l'arrivée d'iOS, ah oui, parce qu'il y avait ça aussi à côté, hein, donc ils ont parlé pendant le 3/4 de la conférence, en fait, de d'autres nouveautés, et ensuite ils ont terminé avec le casque, du coup, ils l'ont gardé à la fin avec le fameux One More Thing, vous savez, parce que c'est un peu la signature d'Apple, c'est-à-dire qu'il vous parle de plein de choses, tout le monde attend un truc, ou pas, parce que des fois ça peut être la surprise. Et ensuite, à la fin, ils disent ah oui, au fait, on a oublié un truc. Boum, on sort un bête de casque. Et donc, c'est un peu l'effet waouh et l'effet présentation, on va dire. Donc,
Dans le cadre de la WWDC 2023, qui a vu l'arrivée donc d'iOS 17 et macOS 14, j'ai pas fait de focus là-dessus, j'ai regardé quelques articles, il n'y a pas des grosses nouveautés, visiblement, de ce que j'en ai compris. iOS 17, ça va être surtout esthétique, enfin voilà, il y a pas mal de choses au niveau UI qui vont changer, mais pas de grosses features annoncées. macOS, j'ai vu un article où il y avait le retour des widgets notamment, et voilà, quelques nouveautés, mais pas de quoi non plus. Disons qu'à côté de l'annonce du casque, c'est vrai que ça a un peu, voilà, c'est un peu bouffé, on va dire, l'attention de tout le monde. Donc Apple a présenté son très attendu casque de réalité mixte, l'Apple Vision Pro, annoncé depuis plus d'un an. Il fut un temps envisagé de lancer le casque lors de la WWDC 2022. Donc c'est un truc qui était hyper attendu, ça fait longtemps qu'ils bossent dessus quand même. Et ça devenait presque une légende, on va dire, ce casque. Donc l'appareil présente une innovation conséquente pour Apple qui n'avait pas proposé de produit inédit majeur depuis l'arrivée de l'Apple Watch en 2015. Du coup, on fait le point. Olivier qui met... pour le casque, j'ai pas 3500 USD. Non. Ouais, non, mais attends. Il faut aller au-delà de ça, Olivier. Il faut pas s'arrêter à purement le prix, machin, etc. Il faut se dire que là, juste, c'est une évolution majeure, que les technologies sont là et sont présentes, et si effectivement elles sont bien fonctionnelles, tu auras certainement d'autres versions beaucoup plus grand public. Là, pour le coup, ils l'ont annoncé comme une version pro, donc c'est fait de façon délibérée, justement, d'avoir des prix aussi chers, mais ce qu'il faut voir au-delà de ça, c'est que ils ont résolu beaucoup de problèmes, notamment d'interaction, puisque ça fait une transition parfaite avec la séquence suivante, enfin avec le paragraphe suivant. On ne nous parle jamais de casque virtuel, de casque de réalité virtuelle, voilà. On nous parle d'ordinateur spatial révolutionnaire, c'est-à-dire qu'il le présente comme étant un nouveau device, comme étant en gros concrètement quelque chose. Là aujourd'hui, je suis en face, j'ai mon Mac et j'ai 2 écrans externes. Eh bien, je pourrais remplacer tout ça uniquement par des lunettes. Et si tu vois ça de ce point de vue-là, je pense qu'en termes de pricing, bien sûr que celui-ci est relativement élevé, mais il y aura certainement des offres beaucoup plus accessibles. Et quand tu vois tout ce que ça peut potentiellement remplacer en un seul device, faut voir. C'est une somme qui est conséquente, hein. Je suis complètement d'accord, mais je dis juste qu'il faut le replacer dans son contexte. Donc, Apple présente sa nouveauté en tant qu'ordinateur spatial dans son blog post. La marque ne fait pas une seule fois mention du mot casque, ni des notions de réalité virtuelle, augmentée ou mixte, appuyant ainsi sur la nature novatrice de son outil, mais également sur sa dimension professionnel. Concrètement, le Vision Pro remplit les caractéristiques d'un casque de réalité mixte. Il peut intégrer des éléments numériques au monde réel, mais également proposer des expériences 100% immersives. Donc il faut vraiment se dire qu'il y a les deux. C'est-à-dire à la fois vous pouvez être dans un monde 100% virtuel, donc c'est de la VR, quoi, de la réalité virtuelle. Soit sinon vous pouvez être dans de la réalité augmentée, c'est-à-dire que ça va vous reproduire tout votre environnement autour et placer des éléments dessus. On va voir quelques photos juste après. Pour contrôler le casque, les utilisateurs peuvent utiliser leurs yeux, leurs mains et leur voix. C'est là que c'est quand même assez... De tout ce que j'en ai vu, tous s'accordent à dire que l'expérience est assez convaincante, c'est-à-dire qu'on n'interagit pas avec une manette ou avec des quelconques, je sais pas comment on appelle ça, là, les trucs avec les mains, etc. Là, vous n'avez pas besoin de manette ou de quoi que ce soit, tout est contrôlé uniquement par votre regard, votre voix, c'est-à-dire vous pouvez interagir avec Siri, et vos doigts, c'est-à-dire qu'il y a des caméras en fait placées sur le casque qui vont traquer vos gestes, et donc je sais que le geste par défaut, c'est que votre curseur va suivre, en fait, votre regard va être traqué en permanence, donc vous allez pouvoir vous balader sur une interface juste en regardant, et ensuite valider en faisant ce geste-là, donc une espèce de pincement entre 2 doigts. Donc là, en termes d'interaction et d'UX, c'est quand même quelque chose d'assez fou. Tac. Alors, le système d'affichage est en haute résolution. Attendez, j'ai raté une phrase, je crois.
Ouais, pour contrôler le casque, les utilisateurs peuvent utiliser leurs yeux, leurs mains, leur voix au sein d'une interface en 3 dimensions. Le système d'affichage est en haute résolution, répartissant 23 millions de pixels sur 2 écrans, tandis que 12 caméras seront chargées d'analyser l'environnement. L'outil s'appuie sur un processeur M2 et se dote du système d'exploitation spatiale Vision OS, donc ça va être l'équivalent de iOS du téléphone, mais là ça sera pour les casques. En revanche, le casque est principalement conçu pour être utilisé sur secteur. La batterie portable proposée et donc reliée via un câble arrangé dans sa poche offrira au casque une autonomie de 2 heures. Donc là, vous voyez un peu la tête que ça va avoir. Et donc déjà, ce que vous pouvez constater, qui est assez rigolo, donc ça a effectivement une tête de... ça a une tête, on va dire, de personne, comment dirais-je, c'est comme si vous aviez un casque de plongée en quelque sorte, mais surtout on voit en fait le regard, donc ça c'est une volonté forte que Apple a retranscrit, c'était de se dire on ne veut absolument pas avoir un casque qui va isoler en fait du reste du monde. Et le but c'est que les gens à l'extérieur puissent voir votre regard en quelque sorte et vice versa, que vous puissiez voir ce qui se passe à l'extérieur. Donc voilà, en sachant que ça c'est pas vraiment les yeux de la personne en fait. Il y a un écran à l'extérieur, un écran à l'intérieur, et donc l'écran extérieur va, en fait vous avez tout un tas de caméras et trackers qui vont reprendre la forme de votre visage et vos yeux et les afficher directement sur l'écran. Donc ça c'est quand même assez fou quoi. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement avec ce Vision Pro? On peut, voilà, je vous rappelle du coup, ça a été présenté comme un ordinateur du futur, on va dire, c'est plus qu'un truc style jeu vidéo. Donc on peut accéder aux applications en 3 dimensions, les utilisateurs accéderont à une interface en 3 dimensions au sein de laquelle seront présentées les différentes applications. Ces apps pourront ainsi apparaître côte à côte à n'importe quelle échelle au sein d'un espace de visionnage infini. Un tout nouvel App Store sera également proposé afin d'accéder aux applications populaires sur iPhone et iPad. D'autres apps seront conçues spécifiquement pour le casque par la communauté des développeurs Apple. Ensuite, on peut visionner des films et des séries comme au cinéma. Je trouve ça assez bluffant. Les 2 écrans haute résolution donneront l'occasion aux utilisateurs de transformer n'importe quel espace en salle de cinéma avec une toile donnant l'impression de mesurer 30 mètres de large. Donc là, on peut voir sur cette vidéo un petit peu le concept. Et donc, non seulement vous pouvez dimensionner en fait votre écran pour avoir une impression d'un écran géant comme si vous étiez devant un cinéma, mais en plus, il y a une autre fonctionnalité, je ne sais plus comment ils l'ont appelée, qui vous permet de vous projeter dans un univers virtuel. C'est-à-dire que soit vous pouvez avoir, comme la personne ici, l'impression que vous êtes dans votre salon avec un écran en face, soit sinon, on va voir la transformation. Vous pouvez changer la taille de l'écran comme vous voulez et vous projeter dans un espèce d'ambiance et d'environnement qui est différent de votre environnement classique. Donc ça, je trouve qu'en termes d'immersion, c'est assez fou. Potentiellement, tu peux imaginer que dans le futur, les réalisateurs auront des caméras 360 où en fait, la caméra, ça sera vous, et donc en fait, vous serez à l'intérieur du film, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y aura même plus cette notion d'écran. Le film se passera et vous serez à côté des acteurs en train de les voir jouer leur scène comme si vous étiez au théâtre, quoi. Enfin, pour moi, c'est comme ça que je le vois. Mais alors, cette notion est assez folle, cette notion effectivement de ressaille d'écran et surtout de se projeter dans un univers. Là, vous voyez, le gars se projette à la montagne. Le gars ou la nana, j'ai pas bien vu. C'est comme si vous étiez au cinéma en plein air, quoi, à la montagne avec le petit lac au bord et tout. C'est quand même. Moi, je trouve ça assez badass. Après, à voir dans les faits si ce sera aussi immersif et impressionnant, mais ça, c'est la théorie. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? S'immerger dans des univers. La Vision Pro pourra également offrir aux utilisateurs des environnements 100% immersifs. Donc, ça, c'est ce qu'on vient de voir aussi. Afin d'accéder à des paysages pour découvrir des lieux, réduire les distractions. À l'aide d'une Digital Crown, donc c'est la petite roulette que vous avez, vous savez, la roulette Apple par exemple pour le son sur les AirPods Max ou ce genre de truc, vous pourrez régler en fait le niveau d'immersion, c'est-à-dire de dire par exemple je veux que cette espèce de monde dans lequel je suis, vous voyez la phase de transition, alors attendez. Hop, là vous voyez, c'est moitié le vrai monde, moitié en fond monde virtuel. Vous pouvez régler en fait à quel point est-ce que vous êtes immergé. Genre je veux que le monde virtuel arrive jusque là ou juste que ce soit en background. Voilà, je peux choisir un peu comme je veux.
Tac, tac, tac. Ensuite, pour la partie plus du quotidien, on va dire. Désolé, je vais réagir un peu à vos commentaires parce que sinon, je pense qu'après, il y en aura trop et que je vais pas pouvoir les rattraper. Bon, Olivier, alors tu m'as fait un pavé. Tac, tac, tac. Sans des extensions de fonctionnalité, ça fait du bien. Ah, mais encore une fois, comme je te dis, le prix, là, je pense qu'il ne faut pas le voir comme étant... Il ne faut pas s'arrêter sur le prix. C'est-à-dire que oui, certainement que 99% des gens ne pourront pas se payer ce casque. Mais ce qu'il y a d'important, c'est que Apple a... Et c'est ce que j'en ai lu un peu sur d'autres... comment dire, non, tu peux écrire des pavés, t'inquiète, hein, moi c'est juste que du coup ça me permet de... Il faut que je lise au fur et à mesure. Je pense qu'il faut le voir plus comme disaient d'autres journalistes, comme étant une progression en fait, notamment en termes d'interaction, en termes du X, parce que le fait que tu sois dans une réalité virtuelle, il y a plein de choses en fait. Comment est-ce que, tu vois, aujourd'hui par exemple, être sur un smartphone, faire un swipe, c'est des choses qui nous sont... classique. Mais en réalité, tu aurais fait ça il y a quelques années, ce type d'interaction, on les connaissait pas en fait. Et donc, il y a tout un travail UX en fait à mettre en place pour essayer de voir comment est-ce que tu vas évoluer en fait dans des interactions nouvelles comme celle-ci qui sont les casques de réalité virtuelle. Donc moi, surtout, ce que je vois, c'est toutes les nouveautés qu'ils vont apporter. Peut-être que je n'achèterai pas ce casque parce que ça ne sera pas dans mes moyens, mais je pense que dans le futur, ça se démocratisera, il y aura des prix peut-être beaucoup plus bas. En revanche, cette idée de dire que c'est un espèce d'ordinateur futuriste et que c'est une nouvelle façon d'interagir, c'est ça qui m'intéresse surtout, et de voir comment est-ce qu'ils ont traité certains cas UX, typiquement sélectionné, en fait tu le fais par le regard et ensuite tu actives avec tes doigts, etc. Tu vois. Donc moi c'est plus ça que je regarde. Apple a mis le temps et a trouvé l'angle qu'il faut, non technique pour le vendre. C'est le marketing classique d'Apple, ça c'est sûr. Par contre, les deepfakes des yeux et de l'avatar, ça fait assez bizarre. Oui, donc ça c'est dans le paragraphe juste après, on en parlera. Tac, tac, tac. Avec un temps de réaction inférieur à 12 millisecondes, très très court, ça ne devrait pas donner le mal de mer. Alors j'ai lu des choses justement là-dessus de gens qui ont testé un petit peu et qui habituellement justement avaient un peu la cinétose, le mal des transports, et qui effectivement là pour le coup n'avaient rien senti. Après les journalistes ont pu faire des tests de 30 minutes chacun, donc 30 minutes c'est trop peu pour vraiment se rendre compte, notamment en termes de poids, tu vois. Si jamais tu veux par exemple, il y en a plein qui disent que c'est relativement léger par rapport aux autres casques. En revanche, ils n'ont testé que 30 minutes. Et si tu fais ça 8 heures d'affilée, peut-être que tu n'iras pas la même chose, quoi. Si on met de côté le côté autonomie. Timmy qui met, c'est tant mieux le fait que ce soit sur secteur, tout comme un ordi, ça évitera de voir des gens avec ce casque dans la rue. Alors, il y a quand même un mode autonome. C'est juste entre guillemets que du coup, alors c'est un espèce de câble qui se relie sur une batterie qui fait un peu la taille d'un iPhone ou je sais pas quoi, ou d'un iPod, j'en sais rien, et que tu mets dans ta poche. Et tu as 2 heures d'autonomie, ce qui est pas si mal, je trouve, pour quelque chose aussi poussé techniquement et aussi early, quoi, parce que ça reste une techno assez en devenir. Et qui manque encore un peu de maturité, je pense. Mais 2 heures, c'est pas si mal parce que quand tu vois, ça envoie t'as je sais pas combien de caméras, t'as je sais pas combien d'écrans 4K, machin et tout. Moi, j'ai un peu peur pour l'impact sur les yeux, par contre, à dire vrai, parce que je me dis de te balancer 2 écrans comme ça sur les yeux directement, est-ce qu'on va pas avoir des conséquences sur la santé? C'est ce qui me fait un petit peu plus peur. Mais bon, voilà. Donc effectivement il y a cette notion de sursecteur, mais il y a aussi une possibilité d'être en full autonomie. Après, ce qui me fait un peu peur et ce que je ne sais pas comment ils vont traiter, c'est comment tu gères l'environnement qui est autour de toi. Si jamais tu es full immergé, est-ce que du coup je sais pas moi, tu as une table devant toi, ils vont mettre un caillou à la place, enfin quelque chose qui te montre en gros que tu vas pas te tomber et ne pas voir, tu vois. Ça faisait partie des problématiques qu'on avait abordées avec Sid, notamment sur la question du métavers. Avec la petite molette sur le côté pour avoir full vision, je pense que ça va être très satisfaisant à utiliser. Ouais, non, c'est sûr. Xavier, c'est comme toutes les évolutions de tech, très cher au départ. Ils font payer la R&D, hein, ça c'est clair et net. Olivier, je connais peu de produits Apple dont les prix baissent.
Alors, les prix baissent, je ne sais pas, mais en revanche, assez souvent, tu vas avoir des choses beaucoup plus entrée de gamme, quoi. C'est-à-dire que ils vont lésigner, mettons, sur certaines fonctionnalités, mais tu auras les features principales, et voilà. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, tu n'es pas obligé d'acheter un MacBook Pro direct. Tu peux acheter des MacBook Air avec des M2, et ça fait très bien le taf, tu vois. Voilà. C'est plus, je pense, qu'ils vont sortir des gammes, en fait. Et puis après, encore une fois, si ça se vend pas, il faudra bien, à un moment donné, qu'ils fassent quelque chose, donc voilà. Léon qui met, mais ce travail UX ne s'est pas. Attends. Ce travail UX s'est pas fait progressivement avec la transition fluide du Nokia 3310 au smartphone complet. J'ai peur que la transition reste trop difficile et que que ça soit réellement adopté comme un remplacement d'écran, comme tu disais sur le Discord. C'est comme ça qu'il l'annonce. C'est comme ça qu'il annonce. Après, est-ce que c'est, comme dit Olivier, un coup market pour essayer de justement ne pas prendre l'angle trop gaming / technique, etc. et plus pour dire, ben regardez, c'est grand public, etc. On sait que Apple, ils sont très très bons sur ça. Il y a pas mal d'outils sur lesquels, de base, voilà, la Watch ou ce genre de choses, qui en fait, sur lesquels ils n'étaient pas forcément spécifiquement les premiers, mais dès lors qu'ils veulent, je sais plus que c'est qui disait ça, j'ai entendu ça l'autre jour, dès lors qu'ils essayent d'entrer dans un certain marché et de le rendre grand public, généralement ils sont assez bons pour ça, quoi. Donc voilà, je pense que c'est une grosse étape à mon avis. Je pense qu'ils avaient la nécessité quand même de sortir quelque chose parce que ça devenait quand même une légende un peu urbaine. Et de ce que j'en ai lu, c'est pas parfait, mais ça marque une étape. Voilà, c'est ce que j'en comprends. Après, c'est pas eux qui ont inventé le casque de réalité virtuelle, mais c'est vrai que c'est eux les premiers là qui l'ont tourné sous cet angle d'ordinateur un peu intégré. Donc on va voir. Tac, tac, tac. Bon, pour la question du prix, ben ça, là pour le moment, je peux pas vous dire. On verra hein, en fonction de comment ça va évoluer. Olivier qui met, si tu regardes les vidéos, les gens sont toujours statiques, assis ou allongés, ça signifie qu'ils n'ont pas encore résolu la gestion. Certes, certes, mais enfin, je veux dire, tu admettras quand même si toutes les questions ne sont pas résolues, que là, visiblement, de ce qu'on en comprend, ils ont résolu un certain nombre de questions et qu'ils ont pris un angle différent et qu'ils ont... Voilà, il y a plein de choses sur lesquelles c'est très différenciant par rapport à ce qu'on avait connu jusqu'à présent. Et là, pour le moment, de ce que j'ai lu un peu sur certains... D'ailleurs, je ne sais pas si au niveau de... Je vais rapidement terminer sur l'article. Et après, je vous montrerai un autre article qui parle justement du retour d'expérience des journalistes, où c'est mitigé sur certains points et sur d'autres, ils sont vraiment convaincus, quoi, pour l'avoir testé du coup en réel. Donc, alors, FaceTime à mode immersif, ça c'est pareil, ça fait pas mal parler. Au sein de l'interface FaceTime, donc en gros là, l'idée c'est de se dire comment est-ce qu'on va gérer tout ce qui est visioconférence au quotidien, dans votre boulot, avec vos proches, etc. Au sein de l'interface, FaceTime sera doté d'un fonctionnement particulièrement optimisé. Les possesseurs du casque pourront voir leurs interlocuteurs représentés dans une fenêtre grandeur nature, renforçant la sensation d'être en présence de la personne. Il sera également possible à distance de regarder un film à plusieurs ou de visionner des photos. Donc vous voyez, ça c'est un peu l'exemple, le test qui est fait. Donc la personne avec son casque, avec du coup une espèce de partage d'écran sur le côté, et en fait les personnes avec qui on dialogue qui sont représentées comme ça, et donc il y a toujours notre environnement présent. Là pour le coup on est plus dans une réalité, dans de l'AR, quoi, dans la réalité augmentée. Et donc moi je me suis posé la question, ok, mais alors comment te voient les gens de l'autre côté? Est-ce qu'ils te voient avec ton casque comme un gros débilos? Pas du tout. En fait ce qui se passe, alors je ne sais pas, je crois que je l'ai... Si je l'ai sur cet article, je ne sais plus. Ouais, il y avait un peu de tout partout. J'ai pas trouvé d'article qui résume vraiment tout, mais bon, peu importe. En gros, ce que ça va faire, c'est que ça va scanner votre visage. Et au début, d'ailleurs, vous avez nécessité de scanner votre visage, même vos oreilles, etc. Et donc, ça va recréer un avatar qui vraiment vous ressemble, on va dire, qui a vraiment la même tête que vous. Mais pas avatar pourri, quoi. Vraiment, il y en a plein qui ont dit c'est assez bluffant. Et qui traque en temps réel, en fait, vos expressions et les reproduit. Les reproduisent. Je sais pas si je peux retrouver quelques trucs là-dessus. Il faudrait que... Est-ce que j'ai... Je sais qu'il y a un passage où il montre un peu là justement ce que ça rend. Tac tac tac, c'est ouf. Entertainment, work. FaceTime. Ça doit être par là. Pas non plus me prendre un DMCA, donc je veux pas aller trop loin sur la partie partage. Bon, écoutez, peu importe. Voyez-le en tout cas comme vraiment, ils vous reproduisent vraiment quasi à l'identique au niveau du visage, quoi.
C'est un peu le délire. Autre fonctionnalité intéressante, un appareil photo en 3 dimensions. Donc ça, c'est assez aussi intéressant, c'est-à-dire que vous avez la possibilité, vous qui voyez quand vous êtes en mode je vois mon univers, je vois mon environnement autour, vous pouvez enregistrer en fait ce que vous voyez de façon immersive pour pouvoir après les reconsulter. Donc le Vision Pro sera doté du premier appareil photo en 3 dimensions permettant aux utilisateurs de capturer et revivre et s'immerger dans leurs souvenirs favoris. La photothèque iCloud sera également accessible depuis l'interface et les photographies prises en mode panorama s'afficheront autour de l'utilisateur pour une immersion plus complète. Voilà, donc ça, cet article est pas mal du blog du modérateur. Il n'y a pas tout non plus, mais c'est les features un peu principales. Donc ensuite, pour la sortie, il parle de début 2024 pour les États-Unis et plus tard pour d'autres pays. Donc quid de la France, je ne sais pas quand est-ce qu'on l'aura. Sauf que, voilà, ça c'est le fameux but. Au niveau du prix, 3500 $, on va dire, d'afficher aux États-Unis. Sachant qu'en France, il y a le taux de conversion, plus la TVA, etc. etc. Ça risque d'être, voilà, celui-ci, pas à la portée de toutes les bourses, c'est clair. Voilà, ça c'est vraiment le point noir, on va dire, de cet appareil. Sur cet article de Usine Digitale, il y avait quelques autres petits points que je trouvais intéressants. Ouais, alors la fonctionnalité EyeSight, donc un écran pour rendre le casque transparent, c'est-à-dire que quand vous allez, en fait, comme je vous l'ai dit, ils essayent de faire en sorte que vous ne soyez pas isolé de votre monde. Et donc, quand vous êtes avec votre casque, il y aura 4 modes d'affichage, on va dire. Donc, il y aura le mode de base qui est que il n'y a rien d'affiché en fait sur votre écran. Voilà, le mode classique. Ensuite, il y a un mode dans lequel on voit vos yeux, donc pour que les gens puissent vous voir. Et ensuite, il y a des modes un peu intermédiaires. Donc, il y en a un où on voit vos yeux plus une espèce de dégradé, de gradient, on va dire, de couleur qui bouge, ce qui stipule en fait à. J'ai pas envie de tout vous montrer parce que j'ai peur de me faire DMCA, mais voyez-le comme on voit vos yeux et par-dessus on voit une espèce de halo de couleur et ça matérialise le fait que vous êtes en train de regarder une application, etc. Et que du coup, potentiellement, les gens comprennent que vous n'êtes pas en train de les regarder eux, quoi. Et ensuite, il y a un dernier mode où là, carrément, on voit que le halo de couleur pour dire que vous êtes sur une appli, mais c'est fermé, quoi. Voilà, donc il y a 4 modes différents. Ils appellent ça le EyeSight, un écran pour rendre les casques transparents. Donc c'est cette espèce d'écran extérieur qui va permettre justement de matérialiser tout ce dont je viens de vous parler. Qu'est-ce que j'avais vu après comme. Il y a beaucoup de caractéristiques, hein, mais voilà, ce sur quoi j'ai fait le focus, pas de contrôleur, donc ça c'est vraiment le truc qui est fou. Vous contrôlez tout avec vos yeux, votre voix et vos doigts. Et donc il y a des caméras qui voient vos doigts et qui voient vos gestes pour pouvoir faire des validations, etc. Donc c'est assez dingue. Et après, qu'est-ce que j'avais d'autre? Alors là, il y a quelques photos qu'on peut voir, hein, vous voyez. Donc on est dans un bureau, on a notre écran principal qui apparaît. Là, on est vraiment dans une réalité type AR, quoi, réalité augmentée. Là, typiquement, vous voyez, du multi-écran, ce qui fait que du coup, ciao les écrans externes, il n'y a plus besoin. Vous êtes tout, en fait. Vous avez possibilité d'avoir plusieurs fenêtres directement dans le casque, quoi. Bon, après, ils ont quand même fait un focus sur la partie jeux vidéo et notamment les expériences, on va dire. Je sais que il y a des mecs qui ont fait des tests, regarder un match de foot, par exemple, de football américain, avec des points de vue complètement différents de ceux dont on a l'habitude. Il faudrait vraiment un stream entier pour pouvoir résumer toute cette actu. Là, vraiment, j'essaye de focus sur certaines parties. Ça, c'est la fonctionnalité dont je vous parlais, le fait de capturer. Donc, on voit un père en train de regarder ses enfants et du coup, il peut capturer en fait ce moment-là et prendre vraiment toute l'ambiance 3D et la rejouer plus tard. Et pour conclure un peu sur tout ça, quelques retours d'expérience des journalistes qui ont testé sur place directement le casque. Donc ça c'est un article de Watch Génération. Donc ils disent avant de pouvoir enfiler le casque, les journalistes ont dû scanner leur visage, c'est ce que je vous disais, y compris leurs oreilles avec la caméra d'un iPhone 14 afin d'ajuster automatiquement divers paramètres. Un journaliste de 9to5Mac a eu du mal à paramétrer l'audio spatial. L'iPhone 14 ne voulait pas scanner l'une de ses oreilles pour des raisons inconnues. Bon, ça, je pense que c'est des petits bugs à régler, mais voilà. Et ça n'a pas eu d'effet négatif sur l'expérience, en tout cas. Donc là, on voit une vraie photo du casque, comment est-ce qu'il est, etc. Donc,
plutôt stylé. Ça fait vraiment penser, je trouve, à des casques de... Enfin, vous savez, des masques de ski. Je trouve que ça me fait penser à ça, moi. D'après tous les testeurs, le casque se chausse très facilement. Tissu doux et respirant. Beaucoup de rembourrage autour des yeux et bien à ajuster. Le joint entre le casque et le visage de l'utilisateur n'est pas encore finalisé, mais selon TechCrunch, elle est déjà confortable. Donc au niveau de l'XP, de porter le casque, c'est plutôt cool. S'il n'est pas décrit comme lourd, le casque se fait néanmoins sentir d'après plusieurs testeurs. Selon 9to5Mac, qui craint une certaine fatigue lors de ces longues sessions, l'autonomie est limitée à 2 heures. Il est évident que si la batterie avait été intégrée au casque, celui-ci aurait été trop lourd. D'où le fait que la batterie prend la forme d'un boîtier externe relié par un câble. Les testeurs ne se plaignent pas de ce fil à la patte, mais il faut rappeler que leur essai ne durait que 30 minutes. Il y avait une question dans le chat, Timmy qui dit: le père, est-ce qu'il il capture ses enfants pour revivre? Mais oui, c'est-à-dire qu'en gros, il faut que tu imagines, imaginons que tu es, je sais pas moi, dans la vraie vie, tu mets ton casque et exactement comme tu as ton iPhone et que tu filmes une scène, je sais pas moi, t'assistes à l'anniversaire d'un pote, tu prends ton iPhone, tu filmes, ben là c'est pareil, sauf que tu le feras avec le casque. Tu mets le casque et sauf que tu vas enregistrer vraiment tout ce qui se passe et qui aura un côté 3D beaucoup plus immersif. Et donc, une fois que tu auras enregistré cette séquence, ben, plus tard, quand tu pourras la revivre, entre guillemets, la revisionner avec cette notion très très immersive, quoi. Donc concernant les écrans 4K, la qualité de l'affichage est jugée exceptionnelle. On ne distingue pas les pixels individuels, tout est extrêmement détaillé et net. Donc ça avait l'air d'être assez époustouflant. Il y a pas mal de gens qui étaient assez d'accord là-dessus. Il y a un journaliste de The Verge qui a souligné qu'Apple ne précise pas la largeur du champ de vision du casque. Donc là par exemple, ça fait partie un peu des choses... Ah merde, pardon, j'avais pas compris, Timmy, excuse-moi. Et donc du coup, voilà, concernant cette notion de champ de vision, il y en a qui ont remarqué quand même quelques petites zones noires, donc c'est pas aussi immersif que ce que voudraient le faire croire visiblement les vidéos un peu de présentation market. Même chose pour le... Alors, le pass-through, ils appellent ça, la fonction du coup qui laisse voir le monde réel à travers l'appareil. Et donc il y a un journaliste assez connu, Nailé Patel, qui a noté une forte compression de la vidéo à certains moments, ainsi qu'une perte de détails dans les zones d'ombre. L'affichage du monde réel est également plus sombre qu'il ne l'est vraiment, ce qui demande aux yeux de se réhabituer à la luminosité de la pièce quand on pose le Vision Pro. Tout n'est pas parfait, il s'agit néanmoins de la meilleure connexion à l'environnement extérieur à ce jour, au point que le journaliste a pu prendre des notes sur son iPhone tout en utilisant le casque, quelque chose d'inimaginable avec le MetaQuest Pro, et un autre pourtant prompt aux nausées en voiture n'a eu aucun mal de cœur, donc ça on en parlait tout à l'heure. Voilà, apparemment à ce niveau-là ça se passe plutôt pas mal. Donc après, ouais, ils ont soulevé aussi le côté, le pincement des doigts, vous savez, l'espèce de geste là pour pouvoir valider, qui était assez impressionnant, qui fonctionnait vraiment très très bien. D'après 9to5Mac et TechCrunch, ce mode d'interaction oculaire et gestuelle est très impressionnant et presque parfait, contrairement à d'autres casques. Il n'est pas nécessaire de placer ses mains en face de soi pour exécuter les gestes. Le Vision Pro les reconnaît même lorsqu'elles sont posées. Selon les testeurs, il y a une courbe d'apprentissage pour savoir naviguer dans Vision OS, mais en 30 minutes, on se sent assez à l'aise avec tous les gestes. Bon, c'est pas une courbe d'apprentissage qui est non plus très très longue. Ah oui, après, alors petit quid de cette partie avatar dont je vous parlais tout à l'heure. Donc là, on a un exemple justement d'une personne qui a été reproduite. En fait, ce gars, il porte un masque et du coup, le masque en fait a recréé son avatar pour que les gens puissent le voir dans les visioconférences. D'après 9to5Mac, qui salue l'attention accordée aux détails, l'expérience de consommation de contenu est absolument incroyable. Non seulement les deux écrans 4K mettent plein la vue, mais en plus l'audio spatial est très convaincant. En dehors du divertissement, la qualité de l'affichage est également au rendez-vous pour une utilisation professionnelle avec du texte à lire. Les appels FaceTime passés depuis Vision Pro n'ont eux pas complètement emballé les journalistes, donc il y a eu une espèce de... Voilà, ils n'étaient pas complètement convaincus. Lorsque l'on fait un FaceTime avec quelqu'un d'autre portant la Vision Pro, le correspondant apparaît sous la forme d'un persona, ils appellent ça un persona, qui est donc un avatar virtuel qui mime les expressions du visage grâce au capteur du casque. La plupart des utilisateurs ont trouvé cette expérience à la fois impressionnante et bizarre. Impressionnante car l'avatar reproduit assez fidèlement les expressions du visage, mais aussi bizarre car il ne le fait pas suffisamment bien
pour sortir de la vallée de l'étrange. Alors la vallée de l'étrange, c'est une espèce de théorie. Je suis allé me renseigner un peu. C'est une théorie, alors c'était notamment pour les robots, tout ce qui était robots humanoïdes, qui en fait était très convaincant, en fait, qui poussait de plus en plus au niveau de la réalité de l'humanoïde, sauf que en fait il y a une espèce de théorie selon laquelle quand vous essayez de tendre vers quelque chose de plus en plus réaliste, les moindres détails vont être vraiment, vous allez vraiment les voir comme étant voilà, très grossiers, et ça va vous donner un vrai malaise. Raison pour laquelle certains robots humanoïdes parfois on reproduit pas la peau par exemple, on fait quelque chose d'assumé robot, histoire de pas que les gens ne soient pas mal à l'aise. Et donc il y a une espèce de théorie du coup de cette vallée de l'étrange dans laquelle au début, plus vous allez pousser le réalisme, plus le moindre détail, vous allez vraiment buter dessus, ça va vous mettre mal à l'aise. Et après, passer un certain degré de réalisme, là c'est bon, vous êtes complètement immergé et vous oubliez que en face vous avez un robot ou un avatar ou autre. Et donc là visiblement il y a encore ce phénomène un peu de... C'est gênant quand même, tu vois. Bon voilà, après quand même ils ont salué que c'était une vraie progression, etc., etc. Je vais pas tout lire, mais voilà. De toute façon, je pense que de ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que ils ont fait un très très gros pas en avant. Ils ont vraiment ils ont mis une grosse claque au secteur. Ils ont résolu pas mal de problèmes, mais voilà, il y a encore certaines choses qui sont à améliorer, mais qui je pense... Enfin, en tout cas, ils sont sur la bonne voie pour essayer de créer une expérience assez cool et surtout changer un peu le game au niveau des ordinateurs. Donc, affaire à suivre, quoi.